Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, nous recevons David Gault. Bonjour. Bonjour. Responsable des investissements chez SMBC Private Wealth, spécialiste de l'Asie. On est ravis de vous retrouver parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Ce nouveau train de sanctions qui va être confirmé, précisé aujourd'hui de l'Europe vers la Russie. Quelles sont les inquiétudes? Quelles peuvent être les réactions des marchés asiatiques, notamment dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent? Il y a plusieurs façons de le voir. C'est sûr que la mise hors jeu de la Russie, notamment sur le plan financier, est quand même assez unique. Là, c'est vraiment une mise hors jeu. Ce serait vraiment vraisemblablement, c'est de plus en plus compliqué de traiter des actifs financiers russes sur les marchés. Alors, il y a une exception, et ça c'est intéressant, c'est à Hong Kong, où vous avez encore le numéro 1 de l'aluminium russe, qui s'appelle Rusal, qui continue de traiter sur le marché de Hong Kong. Et c'est assez significatif et emblématique, probablement, parce que ça peut signifier que la Chine est déjà en train de réfléchir à l'après, et avec un message qui est de dire la Russie ne va pas disparaître, la Russie ne va pas devenir la Corée du Nord de l'Europe. Et donc si la Russie, d'une façon ou d'une autre, avec un régime ou un autre, va rester en fait dans le concert des nations ou revenir, il y aura des endroits où il faudra que les actifs russes traitent puissent être échangés. Et on pourrait imaginer que Hong Kong devienne une place de choix en fait pour des introductions en bourse russes dans le futur, avec un régime différent. Là, on ne parle pas de politique. Mais financièrement et économiquement, ça pourrait faire sens. Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme, on en a parlé un peu avec Nicolas Dose et Béatrice Mathieu, on va vers un G2 qui n'est plus seulement un G2 comme le patron de Foxconn en a parlé à un moment donné, c'est-à-dire d'un côté l'Asie, la Chine, de l'autre les États-Unis, mais quelque part, effectivement, une sorte de monde parallèle avec des États moins démocratiques qui finalement du coup décident de faire du business ensemble, c'est ce que vous disiez, et de l'autre côté un monde occidental qui s'isole et quelque part au détriment de qui? Peut-être au détriment de l'Occident, non? Il faudra mesurer en fait les impacts et qui est le plus touché ultimement par des sanctions multiples. Ce qui est intéressant dans le cadre de la Chine, c'est qu'on voit que les sanctions qui ont été appliquées à la Chine, on parle notamment des valeurs chinoises cotées sur la bourse américaine, ça a été un grand sujet pendant des mois, c'est en train de se normaliser. On pensait que c'était extrêmement négatif. On se rend compte que le monde occidental peut aller encore plus loin dans les sanctions vis-à-vis d'un pays en tout simplement annulant et arrêtant de traiter toutes les valeurs russes. Donc on se rend compte que finalement la Chine, avec son approche pragmatique, arrive quand même à gérer, à petit obtenir sa place. Et puis surtout, la Chine ne s'interdit rien. Et l'Inde non plus. D'ailleurs, l'Inde est en train de suivre un peu le parcours de la Chine. La Chine, l'Inde ont besoin des fertilisants russes, par exemple. Il est hors de question de voir l'inflation sur les produits agricoles, par exemple chinois, grimper au plafond parce qu'on n'a plus de fertilisants russes qui sont accessibles. Donc, il y a une approche très préférence du pays par rapport à l'enjeu international, et il ne donne pas de leçons en fait. Oui, c'est ça. Béatrice Mathieu disait qu'il se gardait bien de donner un jugement sur la situation diplomatique et sur cette guerre en Ukraine. À cela s'ajoute ce contexte de guerre, cette politique zéro Covid qui est toujours menée par la Chine et qui commence à avoir des vraies conséquences sur l'économie mondiale. Alors c'est vrai qu'elle est extrêmement stricte et elle est de plus en plus unique en fait dans le monde, d'avoir la moitié de Shanghai qui a été fermée pendant 4 jours, et après l'autre moitié. Et l'autre moitié très strict. En même temps, ça fait partie probablement d'un calendrier un peu politique, vraiment de tenir le pays. Donc il y a une logique véritablement de discipline. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit quand même que Hong Kong a été rouvert. Donc on voit quand même, lorsqu'on atteint un niveau proche de l'asphyxie économique, avec des risques majeurs structurels, la Chine est capable en fait de desserrer un peu l'étreinte. Donc oui, on va avoir quelques semaines là qui vont être très négatifs au niveau croissance en Chine. Et il y aura des conséquences peut-être dans les retardements. Oui, alors le fait est que ça va se tenir à cheval sur 2 trimestres. Donc en fait, dans les chiffres de croissance chinoise, ça a touché un peu le premier trimestre, ça va toucher un peu le deuxième trimestre, mais in fine, la croissance du PIB en Chine sur ces 2 trimestres devrait être aux alentours de 3-4% de hausse par rapport à l'année dernière. Donc on est sur des chiffres encore extrêmement satisfaisants. Mais sur l'année quand même, il y aura un petit décrochage de l'économie chinoise. Est-ce que ça a des conséquences, selon vous, macro et sociales, sur la Chine et sur les marchés? Assez peu en fait. Quand on regarde, la Chine est en resserrement financier et monétaire déjà depuis 2 ans et demi. La Chine est en crise immobilière déjà depuis 2 ans. Donc c'était un pays qui déjà se débattait avec des problèmes structurels. Et pour vous donner un point simple, la croissance des profits des sociétés chinoises cette année
après tout ce qui est en train de se passer, hein, Covid, on est encore à plus de 10% de croissance attendue cette année. Le monde, ça sera quelque chose comme 6-7%, les États-Unis 8%. Donc la Chine tient tout à fait son rang. Sur la guerre technologique entre les deux blocs qui était initiée par Donald Trump, on en est où aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez, est-ce que le marché chinois ressent une forme de mise en concurrence désormais avec les technologies occidentales et doit un peu changer de modèle, ou est-ce que ça reste finalement assez marginal? On a vu que par exemple on était avec Huawei il y a 10 jours que ça n'empêchait pas le commerce finalement de composants entre la Chine et les États-Unis. Quelle est la réalité en fait? Alors il y a toute la partie hardware pour la Chine, où là la Chine est encore dépendante du reste du monde. Elle progresse, mais elle est encore loin pour les nouvelles technologies. Donc comme vous l'avez dit, elle est obligée encore de s'approvisionner aux États-Unis, à Taïwan, au Japon. Là finalement les circuits fonctionnent quand même relativement bien. Il y a des hauts et des bas. Et puis il y a la partie software, où là la Chine est vraiment en train de progresser. Et c'est peut-être là qu'il y a un point au niveau investissement intéressant, c'est que toutes ces grandes sociétés d'Internet chinoises qui ont extrêmement mal comportées au niveau boursier, il ne faut pas oublier quand même que ce sont parmi les sociétés les plus innovantes au monde. Et le jour où le gouvernement va leur laisser un peu la paix et leur permettre à nouveau de redéployer leurs nouvelles innovations, on va avoir en fait des perspectives extrêmement intéressantes. Donc il faut bien séparer les deux. Et sur la partie software, la Chine a vraiment son rôle à jouer dans les années à venir. Passionnant. Merci beaucoup David Go, responsable des investissements chez SMBC Private Wealth, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.